皆様こんにちは。 Je suis la dernière intervenante pour aujourd'hui, je pense. Mais depuis le matin, on a parlé de l'interculturel et mon thème est tout à fait différent, c'est-à-dire l'histoire de l'enseignement du français en Mongolie. Alors, cette communication s'articulera sur l'histoire de l'enseignement du français en Mongolie et puis c'est initiation à la civilisation ou à la culture française, c'est-à-dire l'interculturel dans le processus de l'enseignement. La formation des spécialistes en FLE dans les établissements d'enseignement supérieur de Mongolie, lancée par la Faculté des lettres de l'Université nationale de Mongolie, dès l'année académique 1963 et 1964, se répartit en 3 étapes. Alors, cette première, c'est de 1963 à 1971. Et deuxième étape, c'est de 1972 à 1990. Et troisième, c'est dès les débuts des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ici, pourquoi on a fait 3 étapes? Parce que c'est, la première étape, c'est on a formé des spécialistes en FLE, c'est-à-dire professeurs et traducteurs, mais notre formation est durée 5 ans. La deuxième, c'est il n'y a pas de groupe spécialisé en FLE, mais seulement c'est comme deuxième langue obligatoire pour les étudiants de 3e ou 4e année, pour les étudiants du mongol, du russe, le journalisme, la philosophie, du droit et microbiologie, etc. Et c'est à l'Université nationale de Mongolie et aussi à l'École normale supérieure et aussi à l'Institut d'agriculture. Il y a aussi cours du soir de 2 ans à l'Université nationale de Mongolie. Et troisième étape, on revient à ça. Et comme mes collègues m'ont conseillé ou m'ont proposé de parler à propos de quoi? Première étape de notre enseignement, parce que je suis une des premières étudiantes de l'Université nationale de Mongolie. Alors, c'est pour ça que je vais parler de première étape comme une petite histoire. Voilà. Pourquoi on a formé des spécialistes en 1963? On a commencé, voilà. Au début de l'enseignement du français, maintenant je vais lire. La Mongolie faisait partie du bloc communiste. Le parti communiste était au pouvoir. C'est l'idéologie du marxisme-léninisme régissait notre économie avec la planification dans le domaine de l'agriculture et l'industrie. À l'époque des blocs, la Mongolie était considérée comme pays fermé, enclavé entre de grandes puissances. Cette perception de la Mongolie est liée au fait que le peuple mongol, nomade, pratique l'élevage pastoral dans la steppe de l'Asie centrale. Mais au-delà de son attachement à ces vastes étendues, le peuple mongol est avide de savoir. C'est pourquoi nous avons souhaité établir des relations à travers le monde. Cette mentalité mongole d'ouverture au reste du monde se manifeste même dans la formule de salutation quotidienne, accordant une forte place aux nouvelles venues de l'extérieur. La première formule, c'est bonjour, et après,
Deuxième formule, c'est quoi de neuf? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? C'est la question. Et il existe un Maxime Mongol. Un homme bon parle de ce qu'elle a vu pendant son voyage. Voilà, c'est toujours on dit ça. Ainsi, au début des années 1950, notre pays a commencé à établir des relations diplomatiques avec des pays socialistes, c'est-à-dire, et en parallèle avec certains pays de l'Europe occidentale. Et c'est pour ça que la présence des spécialistes en langue étrangère ont été vraiment besoin pour la Mongolie, parmi, y compris les francophones. Alors, les spécialistes, peu nombreux, avaient été formés d'abord à Paris dans les années 1926 à 1930, puis en URSS à partir de 1946. Ils ont travaillé au ministère des Affaires étrangères, soit au ministère du Commerce extérieur, soit dans les départements de relations internationales des autres organismes publics. Alors, face à la forte demande de tels spécialistes, il est devenu nécessaire de les former de nouveau en Mongolie. Alors, la première admission d'étudiants en classe de français a eu lieu durant l'année académique, comme j'ai déjà dit, 1963-64, à la faculté des lettres de l'Université nationale de Mongolie. À cette époque, la langue russe était enseignée comme la première langue étrangère. On l'apprenait de la 4e année de l'école secondaire jusqu'au diplôme d'études supérieures. On savait donc le russe dans une certaine mesure. Voilà. Je me souviens qu'en septembre 1963, un seul professeur russophone enseignait le français aux étudiants mongols avec un manuel venu de Russie. Les méthodes traditionnelles en Russie étaient des méthodes de grammaire, traduction et directe, basées sur le contenu pédagogique de l'Institut des langues étrangères de Moscou. Apprendre le français par l'intermédiaire du russe pour un étudiant mongol, cela signifiait apprendre une langue à la croisée de 3 langues et de cultures différentes, ce qui n'était pas sans poser certains problèmes. Le plus frappant qui me vient à l'esprit est celui des sonorités françaises. Dire au revoir à l'époque n'était pas sans difficulté. Les élèves s'entordaient l'encre. Il en allait de même pour les mots comme rugal, contient le son U et R qui n'existent ni dans le mongol ni dans le russe. Nous confondions bien souvent le son F, P en prononçant les mots photo, fabricant, poteau, fabrique. Ce qui provoquait le rire des camarades en classe. Mais au début de 2e année, une phonéticienne russophone nous a enseigné la prononciation française, voyant que nous faisions souvent des exercices de prononciation tels, par exemple, les 3 gros rats courent vers leur trou, etc. C'était assez difficile pour nous d'apprendre le son R. Pendant ce temps, le premier professeur mongol du français diplômé de l'Institut des langues étrangères de Moscou est venu enseigner les cours de traduction à l'Université nationale
En parallèle, des professeurs russes, trois professeurs, qui enseignaient encore les cours principaux jusqu'à la fin de notre troisième année. Alors, pendant l'année académique 1960, un lecteur belge est venu en Mongolie. Elle a introduit dans l'enseignement la méthode audiovisuelle avec un manuel d'apprentissage, c'est Cours de langue et des civilisations françaises, c'est volume premier. Au début, en écoutant la bande magnétique, nous n'arrivions pas à saisir le sens. Nous avions l'habitude d'essayer de noter tout ce que nous entendions. Mais la pédagogie de notre professeur était tout à fait autre. Il fallait écouter sans prendre de notes. Il nous conseille de jeter parfois par terre notre cahier et notre livre. Voilà. Au début de la 5e année, 4 étudiants ont été envoyés en France. Des cours à l'Alliance française Paris. Et notre groupe était composé d'une vingtaine d'étudiants dont le quart était asiatique. Et notre manuel était encore Mauger, cours de langue et des civilisations françaises, volume 2, publié en 1951, je pense. La méthode du professeur de français était d'expliquer la grammaire, de faire des exercices, lire des textes, répondre aux questions, faire des dictées, ce qui était pareil que chez nous. Et pendant les leçons de conversation, chacun faisait une présentation de son pays, ce qui était d'une manière un cours de communication des langues et des cultures. Et je me rappelle bien, une fois, c'était ma présentation, alors, une étudiante m'a demandé « Est-ce que les Mongols mangent des viandes crues ?» Voilà. Mais les Mongols ne mangeaient plus de viande crue, mais ils ont pensé que les Mongols, c'est à l'époque de Genghis Khan, ils ont mangé des viandes crues comme ça. Voilà. Et puis, il y a eu le mouvement étudiant en mai 1968. On était à Paris, mais on est rentré mi-juin. Voilà. C'était une belle opportunité de découvrir les merveilles de la culture française et les divers phénomènes de sa société. Voilà, c'était vraiment intéressant. Alors, en rentrant, alors, nous avons passé l'examen d'État à cette époque-là et on est allé travailler dans différents organismes. Et en première étape, il y a seulement 2 admissions. Pour les étudiants de deuxième admission, l'enseignement du français se passait tout à fait autrement. Parce qu'ils avaient déjà des enseignants mongols, des professeurs mongols, des lecteurs francophones, et avec des manuels français, audiovisuels, des bandes magnétiques, voilà. Alors, pour la deuxième étape, c'est de 1971. Je vois pas bien avec la lunette. Ah, d'accord. Et jusqu'à début 1990, il n'y a pas de groupe spécialisé en FLE. Alors, nous dispensions l'enseignement du français en tant que cours d'option pour les étudiants des facultés des lettres. Tout à l'heure, j'ai dit. Voilà. À cette période, l'apprentissage de la langue française était l'objectif de l'enseignement. L'accès à la culture française était uniquement permis
à travers les quelques textes de civilisation introduits dans le manuel. Voilà. Mais pour les apprenants d'une même nationalité, d'une culture identique, alors à cette époque-là, il ne se posait presque pas de problème interculturel du point de vue social, de la société et de l'économie, je pense. Alors, troisième étape, c'est commencer, alors c'est 1990. Alors, au début des années 90, avec l'avènement de la démocratie et le passage à l'économie de marché, alors une série de changements en profondeur au sein de la société mongole se produisent, notamment, ou bien y compris dans l'éducation nationale. D'abord, c'est la restructuration du système de l'éducation nationale. La durée de l'enseignement secondaire est passée de 11 ans en 2005 et puis à 12 ans en 2008. Par contre, celle de l'enseignement supérieur s'est raccourcie d'1 an. Avant, il était 5 ans, maintenant c'est 4 ans. C'est au niveau bachelor. Et peu après, l'enseignement en master et en doctorat, ainsi que les systèmes de crédit ont été introduits. De ce fait, le curriculum et le cursus académique ont été renouvelés plusieurs fois. Et je me rappelle bien, c'est 6 ou 7 fois, afin d'atteindre les standards internationaux. Quant à l'Université nationale de Mongolie, il y a encore une restructuration dès le début du deuxième semestre de cette année académique. Et les équipes pour l'élaboration de curriculum de chaque faculté sont en train d'être formées. Alors, en rentrant, c'est Madame Altoncoul et moi, nous allons travailler encore, c'est pour l'élaboration du curriculum. Voilà. Le standard, excusez-moi, c'est ainsi la transition du système éducatif socialiste vers celui du monde contemporain ne cesse de continuer. Ça continue encore. Le standard national des langues étrangères de l'enseignement secondaire a été adopté en 1998 et celui de l'anglais de l'enseignement secondaire a été adopté en 2004 par le ministère de l'Éducation et des Sciences. Et en ce qui concerne le standard de l'enseignement supérieur des langues étrangères, un projet a été lancé il y a 2 ou 3 ans par le ministère de l'Éducation et des Sciences, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu, c'est pas de résultat, je pense. Tous ces changements rapides ne nous laissent pas assez de temps pour étudier les nouvelles technologies de l'enseignement des langues étrangères, y compris l'interculturel. Parce que jusqu'à 2011, nous avons enseigné le français par les aspects linguistiques, c'est-à-dire cours de phonétique, de grammaire, de vocabulaire ou de lexique, cours de traduction, en utilisant des manuels mongols et français. Ainsi, dans l'enseignement des langues étrangères en Mongolie, les méthodes et les supports pédagogiques rédigés par les didacticiens des pays cibles, c'est-à-dire français, sont utilisés. À partir de l'année académique 2011 et 2012, nous avons débuté l'utilisation des manuels et cours A1 jusqu'à B2, qui s'inscrivent dans le CECR par leur
objectives et leur méthodologie. Et puis en troisième année, nos étudiants commencent à se spécialiser soit en linguistique, soit en études françaises. Selon le cursus, ils ont des cours d'histoire, de littérature, d'économie géographique et de philosophie française. Maintenant, c'est les 6 écoles supérieures dispensent l'enseignement du français. Dans leur enseignement, ils utilisent les différentes méthodes de français en suivant le CECR. Voilà, c'est tous les enseignements du français en Mongolie maintenant. Et en dehors des cours de français, les activités culturelles, comme concours de dictée, cette année, nous avons fait le 16e concours de dictée, de chansons aussi, alors 17e concours, et des poèmes et de création littéraire organisés par l'Association des professeurs mongols de langue française en collaboration avec l'Alliance française de Mongolie pendant la journée de la francophonie, incite et motive les étudiants à s'intéresser à la culture française. Mais aujourd'hui, la demande des spécialistes, c'est-à-dire des ingénieurs, géologues, microbiologistes, etc., connaissant le français, nécessite de promouvoir le cours d'option du français dans des établissements d'enseignement supérieur. Mais nous pensons que chaque cours de français était un cours de l'interculturel, parce que par l'intermédiaire, la langue, on enseigne la culture, la civilisation, puis c'est quoi? L'interculturel, je pense. Mais en cours, nous n'analysons pas en détail l'interculturel, malgré que nous enseignons la langue et la civilisation en même temps. Alors, c'est pour conclure l'histoire de 50 ans de l'enseignement du français en Mongolie, on pourrait retenir les points suivants. Voilà. Premièrement, c'est l'acquisition des connaissances linguistiques pour communiquer en langue cible et transformer maintenant en méthode de la pratique de communication à la maîtrise des structures des langues, c'est-à-dire une approche communicative pragmatique. Deuxièmement, l'accès à l'initiation de l'interculturel passé par la langue, mais l'absence d'une étude approfondie dans ce domaine s'explique d'un côté par la transition de régime politique et social de notre pays et d'autre part par le faible nombre des enseignants-chercheurs qui se spécialisent dans ce domaine. Mais j'espère nos jeunes collègues, jeunes professeurs, ils s'intéressent à cette étude, j'espère. Et dans 2 ans ou dans 1 an, un intervenant mongol va parler de l'interculturalité dans l'enseignement dans des établissements supérieurs de la Mongolie. J'espère. Merci à votre attention.